Je m'appelle Delphine Huard et si vous m'aviez demandé il y a à peine une semaine à quoi ressemblait ma vie, je vous aurais répondu qu'elle était stable, prévisible, pas parfaite mais familière, de cette façon rassurante qui vous fait croire que le sol ne va pas soudainement se dérober sous vos pieds. Je vivais avec mon compagnon, Julien Hérault, depuis 6 ans, 9 ans ensemble au total, pas de fiançailles, pas encore, parce que Julien disait toujours qu'il n'était pas prêt et je m'étais convaincue que la patience était synonyme d'amour, je pensais que nous construisions quelque chose de lent et solide, quelque chose de durable, mais avec le recul, peut-être que je construisais toute seule. Jeudi dernier a commencé comme n'importe quelle journée ordinaire qui dissimule un désastre. Je venais de décrocher un énorme contrat au travail, une société de logiciels médicaux que je démarchais depuis des mois, et pour fêter ça, l'un de mes plus gros clients a insisté pour m'inviter à dîner dans un restaurant italien huppé du centre-ville, le genre d'endroit avec des lumières tamisées, des nappes épaisses et un menu rempli de plats que l'on fait semblant de connaître. Vers 16h, j'ai envoyé un SMS à Julien, je vais rentrer tard ce soir, dîner client. Sa réponse est arrivée rapidement, timing parfait, ma mère veut que je passe dîner, elle se sent seule ces derniers temps, ne m'attends pas, je t'aime. Cela semblait banal, sa mère habitait à 40 minutes de là et il lui rendait visite quelques fois par mois, il n'y avait rien d'étrange là-dedans, rien de suspect, au contraire, j'étais soulagée qu'il ait des projets car 2 dîners d'affaires sans culpabilité étaient rares. À 19h15, je suis arrivée au restaurant, mon client était en retard alors l'hôtesse m'a installée à une petite table en coin pour patienter, j'ai glissé mon téléphone à côté de mon verre d'eau et j'ai commencé à trier mes emails, répétant mentalement mes arguments pour plus tard. C'est alors que j'ai entendu un rire que je n'ai pas reconnu tout de suite mais que j'ai ressenti d'une certaine manière, un rire de femme, léger, qui finissait par un petit reniflement rauque, c'était étrangement distinct. Le genre de rire dont on se souvient si l'on a vu assez de vieilles photos de la personne qui le produit, des photos que Julien m'avait montrées il y a des années quand il parlait de ses relations passées avec ce détachement décontracté que les gens utilisent quand ils jurent qu'ils sont passés à autre chose. Elle s'appelait Manon, elle, l'ex-copine de Julien. J'ai levé les yeux seulement parce que le son avait touché quelque chose en moi, pas parce que je m'attendais à quoi que ce soit, pas parce que j'étais méfiante, pas parce que je cherchais mon compagnon dans un restaurant où il n'était pas censé être, mais je l'ai vu quand même. À 3 tables de là, Julien était assis en face d'une femme, Manon, sa main posée légèrement sur le pied de son verre de vin, son corps tourné vers lui d'une manière dont on ne se tourne pas vers la table de cuisine d'une mère. Ils partageaient une bouteille de rouge, un grand cru, dans une ambiance intime sous la lumière douce, ses yeux à lui étaient fixés sur elle comme si elle venait de dire quelque chose de brillant. Elle souriait comme si elle savait exactement comment recevoir ce regard, et puis elle a tendu la main à travers la table et a touché son visage, une lente caresse des doigts le long de sa mâchoire. J'ai eu l'estomac noué mais mon esprit refusait encore d'accepter l'évidence, peut-être que c'était une coïncidence, peut-être qu'il avait croisé une vieille amie, peut-être. Puis Manon s'est penchée et l'a embrassé, pas un baiser poli, pas une surprise maladroite, un baiser profond et habitué, un baiser qui ressemblait à une continuation et non à un début. Pendant un instant, tout mon corps est devenu silencieux, mon cœur a oublié ce qu'il était censé faire, la pièce s'est transformée en tunnel, les sons se sont déformés et j'ai regardé l'homme que j'aimais embrasser une femme qu'il prétendait faire partie d'un passé révolu depuis longtemps. Je n'ai pas halté, je n'ai pas pleuré, je ne me suis pas levée pour traverser la pièce dans une fureur vertueuse, le choc est silencieux, plus froid qu'on ne le pense, il s'installe dans vos os et rend vos mouvements délibérés et petits. Un serveur s'est approché de ma table pour me demander quelque chose à propos d'eau gazeuse ou plate, j'ai dû hocher la tête car il a placé un verre d'eau devant moi bien que je ne me souvienne pas avoir levé les yeux vers lui, mes mains tremblaient juste assez pour que je doive les stabiliser sur la table. Je ne sais pas quel instinct a pris le dessus, survie, autopréservation ou quelque chose de mécanique, mais j'ai attrapé mon téléphone, je l'ai orienté avec précaution, zoomant juste assez pour capturer Julien et Manon en plein baiser, sa main à elle sur sa joue, ses lèvres pressées contre les siennes, horodatage inclus. Ensuite, j'ai ouvert notre fil de discussion et j'ai tapé « Profite bien du dîner chez ta mère », j'ai joint la photo et j'ai appuyé sur envoyer. J'ai observé depuis l'autre bout du restaurant le moment exact où son téléphone a vibré dans sa poche, Julien s'est détaché de Manon, souriant paresseusement au début, sortant son téléphone, s'attendant sans doute à une vérification inoffensive ou à un SMS de bonne nuit, puis son visage s'est vidé de son sang, il a laissé tomber son téléphone qui a claqué contre la table assez fort pour que Manon recule de surprise.
Il a levé les yeux, scannant la salle avec des mouvements frénétiques et saccadés, me cherchant un moyen d'annuler quelque chose qui était déjà cimenté par une preuve numérique. Nos regards se sont croisés à travers la pièce et ce n'était pas de la colère que je voyais dans son expression. Ce n'était pas de la culpabilité non plus, c'était de la panique de quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que la responsabilité arrive si proprement, si soudainement, si indéniablement. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction, je me suis levée, j'ai glissé un billet de 20 € sous le verre d'eau intact et je suis sortie, pas de scène, pas de confrontation dramatique, rien qu'il ne puisse déformer plus tard. Dehors, l'air frais de la nuit parisienne m'a frappé comme une gifle, mais même alors, mon corps se sentait déconnecté, comme si je m'observais à distance. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je me suis assise, j'ai verrouillé les portes et j'ai conduit, pas vers la maison, surtout pas à la maison, pas encore. J'ai roulé dans la ville pendant près de 2 heures, les phares découpant l'obscurité, mon téléphone vibrant sans arrêt à côté de moi, appels, SMS, messages vocaux, tous de Julien, je n'en ai ouvert aucun. Vers 22 heures, je me suis arrêtée sur le parking d'un hôtel et j'ai réservé une chambre, le lit était dur, les oreillers plats et j'ai dormi peut-être 2 heures au total, fixant le plafond, attendant que la réalité se transforme en quelque chose que je pourrais comprendre, mais cela n'est jamais arrivé. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone, 38 appels manqués, près de 50 messages, les grands classiques, ce n'est pas ce que tu crois, Delphine s'il te plaît rentre, il faut qu'on parle, tu surréagis, c'est juste une amie, je peux tout expliquer, où es-tu, je suis mort d'inquiétude, ça arrive parce que tu travailles tout le temps, on ne passe jamais de temps ensemble. Ce dernier message a traversé le brouillard de mon esprit comme une lame, moins de 12 heures après avoir été surpris en train d'embrasser une autre femme, Julien était déjà passé du remords au blâme, rapide, rodé, familier d'une manière que j'ai soudain réalisé avoir ignorée trop souvent. Je n'ai répondu à rien, au lieu de cela, j'ai ouvert ma liste de contacts et j'ai appelé la seule personne qui m'avait toujours mis en garde contre les signaux d'alarme, ma sœur aînée, Nathalie. Sa voix s'est brisée avant que je puisse finir d'expliquer. Rentre à la maison, a-t-elle dit, tu ne restes pas seule ce soir. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce moment que je retenais mon souffle depuis des heures. J'ai rassemblé mes affaires, j'ai quitté l'hôtel et je me suis dirigée directement vers sa maison en banlieue sans regarder une seule fois en arrière vers la vie que j'avais commencé à quitter la veille au soir. Nathalie n'a pas posé une seule question quand elle a ouvert la porte, elle m'a juste attiré dans ses bras et m'a serré fort de cette manière féroce et ancrée que seules les grandes sœurs possèdent. Pour la première fois depuis des heures, peut-être des jours, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Quand elle m'a lâché, ses yeux ont parcouru mon visage, absorbant tout ce que j'essayais de ne pas ressentir. Tu restes ici, a-t-elle dit simplement, pas de discussion. Sa maison semblait chaude, stable, habitée, le genre d'endroit où l'on va quand on a besoin d'emprunter un peu de stabilité parce qu'on a épuisé la sienne. J'ai posé mon sac dans la chambre d'amis et je me suis assise au bord du lit, fixant le vide, mon téléphone a vibré à nouveau, Julien, mais je l'ai éteint et j'ai laissé le silence avaler son nom. Nathalie a frappé et est entrée en tenant une tasse de thé, elle l'a posée à côté de moi et s'est assise, raconte-moi. Alors je l'ai fait, chaque détail, le restaurant, Manon, le baiser, la photo, les messages, la façon dont le visage de Julien s'était décomposé quand il a réalisé que j'avais tout vu. Quand j'ai fini, elle n'a pas haleté ni dramatisé, elle a juste expiré lentement, la colère bouillonnant sous son calme extérieur. Delphine, ce n'était pas un accident, ce n'était pas un moment de faiblesse, c'était délibéré, sa voix s'est adoucie, et tu ne méritais rien de tout ça. Je ne me faisais pas assez confiance pour répondre alors j'ai juste hoché la tête. Nous sommes restés comme ça, silencieuses, jusqu'à ce que la sonnette retentisse, le son m'a fait sursauter, Nathalie s'est levée, reste là. Je l'ai suivie dans le couloir malgré son interdiction, elle a entrouvert la porte d'entrée, Julien se tenait dehors, les cheveux ébouriffés, les yeux injectés de sang, la mâchoire serrée par la panique, il essayait de se masquer derrière une colère vertueuse. Est-ce que Delphine est là, a-t-il exigé. Ça dépend, a répondu Nathalie d'un ton glacial, pourquoi? J'ai besoin de lui parler, a-t-il dit en essayant de regarder par-dessus son épaule, elle donne des proportions énormes à cette histoire, c'était un seul dîner. Nathalie n'a pas scié, tu as embrassé une autre femme, tu as menti en disant voir ta mère, tu lui as menti en face, ce n'est pas un seul dîner. Tu la manipules, a-t-il claqué, tu ne m'as jamais aimé. Correct, a dit Nathalie sèchement,
maintenant pars. Il a essayé de pousser la porte, Nathalie a bloqué le passage avec son bras, impassible. Delphine, a-t-il crié par-dessus son épaule, s'il te plaît, écoute-moi juste. J'ai reculé instinctivement. La voix de Nathalie s'est élevée, ferme mais contrôlée, elle ne veut pas te voir, pars avant que j'appelle quelqu'un qui t'y obligera. Les yeux de Julien ont navigué entre nous deux, le désespoir s'infiltrant à travers les fissures de sa confiance déclinante, il a secoué la tête, marmonné quelque chose dans sa barbe, puis s'est tourné brusquement et a dévalé les marches du perron. Nathalie a fermé la porte et s'est appuyée contre elle un instant. C'est le début, a-t-elle dit doucement, il va essayer de réécrire l'histoire, ne le laisse pas faire. Le lendemain matin a confirmé exactement cela, la mère de Julien a laissé 6 messages vocaux avant midi, j'ai écouté le dernier seulement parce que je voulais comprendre exactement quel récit Julien lui avait servi. Delphine, c'est puéril, Julien m'a tout dit, il a fait une erreur, une femme garde sa famille unie. Elle ne s'enfuit pas parce que son partenaire fait une erreur émotionnelle, tu dois grandir, arrête de t'humilier. J'ai regardé le téléphone avec incrédulité, quelque chose en moi s'est serré puis durci. Nathalie est entrée dans la pièce juste à temps pour entendre la dernière phrase, « Donne-moi ça », a-t-elle dit en prenant le téléphone doucement mais fermement, elle l'a éteint à nouveau, « Tu n'as pas besoin de ce poison maintenant. » Je n'ai pas discuté. Le lundi matin, j'avais l'impression de flotter dans le brouillard, le monde bougeait mais je n'en faisais pas partie, pourtant je me suis forcée à franchir l'étape suivante, je suis entrée dans le cabinet d'une avocate en droit de la famille, une femme nommée Maître Amel Lewen qui rayonnait d'une confiance calme dont j'avais désespérément besoin. Je lui ai tout remis, la photo, les SMS, la chronologie et les documents de mon bureau à domicile que j'avais discrètement rassemblés quand Julien n'était pas là. Amel a examiné les preuves avec une neutralité professionnelle qui m'a procuré un étrange réconfort. « C'est sérieux, Delphine », a-t-elle finalement dit, « la photo vous donne un levier, mais les liens financiers entre vous deux compliquent les choses. » Mon estomac s'est noué pendant qu'elle expliquait, même si la maison était à moi, achetée avant que Julien n'emménage, la rénovation de la cuisine il y a 2 ans, financée par notre compte joint, lui donnait un droit potentiel sur la plus-value immobilière, et puis il y avait les économies partagées, les contributions communes, les cartes de crédit, tous ces fils qui me liaient financièrement à un homme qui préparait une porte de sortie tout en prétendant que nous construisions un avenir. Nous devons vous protéger immédiatement, a dit Amel, les gens qui trompent ne mentent pas seulement sentimentalement, ils mentent financièrement, ils mentent stratégiquement. Ces mots ont touché quelque chose de profond dans ma poitrine, une vérité que je ne voulais pas accepter mais que je ne pouvais pas nier. Quand je suis rentrée chez Nathalie, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à essayer d'en savoir plus sur Manon, pas par jalousie mais par nécessité, tout dans sa présence en ligne semblait impeccable, photos de groupe, événements d'entreprise, anniversaires d'amis. Julien apparaissait en arrière-plan de plus de photos que je ne l'aurais souhaité, mais le coup le plus dur est venu quand j'ai découvert son album de mariage. Manon n'était pas célibataire, elle n'était pas fraîchement divorcée ou malheureuse en ménage, elle avait un mari, 2 enfants, une famille souriante et sans méfiance. J'ai couvert ma bouche, réalisant que je n'étais pas la seule à vivre dans un univers qui s'effondrait. Julien ne m'avait pas seulement trahi, il était volontairement devenu complice de la trahison de quelqu'un d'autre aussi. Je suis restée assise avec ça un long moment avant d'ouvrir finalement un nouveau compte email, cela ne semblait pas vengeur, cela semblait inévitable, j'ai joint la photo, pas d'explication, pas d'histoire, pas de plaidoyer émotionnel, juste 4 mots, vérifier les jeudis soirs. J'ai cliqué sur envoyer, j'ai fermé l'ordinateur. Nathalie n'a pas demandé ce que j'avais fait mais elle m'a regardé un long moment, les yeux doux, fiers et tristes à la fois, je n'étais pas fière de moi mais je n'avais pas honte non plus. Cette nuit-là, allongée dans son lit d'amis, fixant le plafond, j'ai réalisé quelque chose de discrètement terrifiant, ce n'était la fin de rien, ce n'était que le début. Les retombées ont commencé plus vite que je ne le pensais. 2 jours après avoir envoyé l'email anonyme au mari de Manon, je me suis réveillée avec Nathalie debout au-dessus de moi tenant son téléphone comme s'il était radioactif. « Tu dois voir ça », a-t-elle dit. Je me suis assise lentement, me préparant, elle a tourné l'écran vers moi, une connaissance commune avait posté quelque chose de vague sur les réseaux sociaux, un de ces paragraphes dramatiques que les gens écrivent quand ils essaient de ne pas répandre de rumeurs mais le font absolument. Certains hommes détruiront toute leur famille parce qu'ils pensent que personne ne regarde, rappelez-vous juste que tout ce qui est fait dans l'obscurité finit par être mis en lumière.
Mon cœur a battu la chamade, avant que je puisse en demander plus, le téléphone de Nathalie a vibré à nouveau. « Oh mon Dieu !» a-t-elle chuchoté. « Delphine, ça concerne Julien. » 15 minutes plus tard, j'avais toute l'histoire. Le mari de Manon l'avait confrontée, elle avait tout nié au début, puis il avait trouvé des SMS plus incriminants sur son téléphone, des captures d'écran incluses dans un groupe de discussion auquel je n'avais pas accès, Dieu merci. Certains messages venaient de Julien, d'autres de Manon. Il n'avait pas seulement une liaison, il planifiait des choses vraiment destructrices. Elle lui avait dit que Julien avait promis de me quitter, Julien lui avait dit qu'il était enfin prêt à construire une vie avec elle. Et plus j'entendais de détails, plus mes mains étaient froides. 8 mois. 8 mois de mensonges pressés dans ma vie quotidienne comme des empreintes invisibles, 8 mois de jeudis soirs inexpliqués, de séances de sport, de dîners d'équipe et d'appels téléphoniques qu'il prenait dehors. Le mari de Manon a demandé le divorce dans les 48 heures. Julien, d'après ce que j'ai entendu ensuite, était livide, furieux non pas contre lui-même mais contre elle pour avoir laissé tout s'effondrer, pour ne pas avoir mieux caché les choses, pour ne pas avoir effacé les traces, pour s'être fait prendre. J'étais assise à la table de la salle à manger de Nathalie, serrant une tasse de thé que je ne pouvais pas me résoudre à boire, écoutant cette avalanche de secondes mains. Chaque nouveau détail ressemblait à une bousculade mais je ne tombais pas, peut-être parce que j'avais déjà touché le sol il y a des jours, peut-être parce qu'une partie de moi avait toujours su que quelque chose n'allait pas bien avant le restaurant. Nathalie a touché ma main doucement. « Tu t'en sors mieux que quiconque pourrait l'espérer », a-t-elle dit. Je n'avais pas l'impression de m'en sortir, j'avais l'impression d'être en équilibre sur le bord de quelque chose de tranchant. Plus tard cet après-midi-là, j'ai enfin eu des nouvelles de mon avocate. Amel parlait de ce ton posé et rodé qu'elle utilisait quand quelque chose d'important arrivait. Nous avons obtenu une ordonnance pour les relevés téléphoniques de Julien, a-t-elle dit, il y a beaucoup de choses. J'ai fermé les yeux, à quel point ? Vous méritez la vérité, les messages entre lui et Manon ne sont pas seulement romantiques, ils incluent des discussions sur les finances, des déclarations sur l'intention de vous quitter une fois qu'il se serait positionné pour réclamer certains actifs. La pièce s'est brouillée un instant, il a planifié ça. Ma voix s'est brisée. Delphine, a dit Amel doucement, il n'a pas trompé impulsivement, il a trompé tout en construisant une stratégie. J'ai pressé une main sur mon front, j'avais l'impression que mon cerveau était plein de verres brisés. Amel a continué doucement, il y a des textos où Manon l'encourage à insister davantage pour vous convaincre de contribuer plus au compte partagé, et un message où elle dit, et je lis textuellement, une fois qu'elle aura viré ses économies sur le compte joint, tu seras tranquille. Mon souffle s'est coupé, elle a dit ça ? Oui, plus d'une fois, et Julien a répondu par l'affirmative. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié, je me suis juste senti me détacher légèrement comme on le fait quand le corps décide qu'il en a assez et passe à un mode de survie plus silencieux. Amel a fait une pause, cela aidera considérablement votre dossier. Un petit rire amer m'a échappé, c'est étrange d'entendre la pire partie de ma vie décrite comme utile. Je sais, a-t-elle dit, mais ça l'est. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé le mur pendant presque 2 minutes complètes avant que Nathalie n'entre avec un regard inquiet. Elle s'est assise à côté de moi sans poser de questions, sa présence seule empêchait la panique de m'engloutir tout entière. Plus tard dans la soirée, la vague suivante a frappé. L'email des RH est arrivé en premier, je l'ai ouvert en m'attendant à une notification de routine mais à la place j'ai trouvé un message formel indiquant que quelqu'un avait déposé une plainte m'accusant d'être agressive et menaçante envers une collègue. Mon estomac a chuté, j'interagissais à peine avec mes collègues en personne. J'ai lu la phrase 2 fois puis j'ai tendu le téléphone à Nathalie, elle a froncé les sourcils, il n'a pas osé ? Il l'a fait, ai-je chuchoté. Il a fallu 3 jours au RH pour terminer leur enquête, 3 jours à savoir que Julien essayait de me peindre comme instable, dangereuse, non professionnelle, 3 jours à devoir subir des entretiens virtuels où j'expliquais calmement que je n'avais aucune idée de qui pouvait m'accuser de quelque chose d'aussi bizarre. Quand les RH ont conclu qu'il n'y avait aucune preuve pour étayer la plainte, j'ai ressenti un soulagement mais seulement brièvement, car le même soir un officier de police a frappé à la porte de Nathalie. Nathalie a ouvert, immédiatement alerte, l'agent a demandé si j'étais Delphine, mon cœur s'est mis à battre la chamade, il a expliqué poliment qu'une plainte avait été déposée. Julien prétendait que je le harcelais, que je le traquais, que je me montrais à son travail, que je le suivais. J'ai senti quelque chose en moi se fissurer, lent et douloureux,
je suis ici, ai-je dit, ma voix petite mais stable, je n'ai pas mis les pieds près de son travail, je ne lui ai même pas parlé. Nathalie s'est hérissée, monsieur l'agent, vous pouvez voir son téléphone, elle l'a bloqué. J'ai tendu l'appareil, il a examiné les journaux d'appel, a hoché la tête et a dit doucement, je m'en doutais, son histoire ne tenait pas debout mais je devais suivre le protocole. Il est parti sans rien enregistrer contre moi. Je me suis effondrée sur le canapé, fixant mes mains tremblantes. Nathalie s'est agenouillée à côté de moi, il perd les pédales, c'est ce que font les gens quand ils perdent le contrôle de leur récit. Je la croyais mais cela n'arrêtait pas la peur qui me montait à la gorge, je n'avais pas peur que Julien me fasse du mal physiquement, j'avais peur de la version de moi qu'il essayait de créer, instable, erratique, dangereuse. À la 3e semaine, Julien avait engagé un nouvel avocat, le type agressif, le genre qui croit que l'intimidation est une stratégie juridique. Soudain, je recevais des notifications de requêtes prétendant que Julien méritait un soutien financier de ma part, qu'il avait sacrifié des opportunités de carrière pour notre relation, qu'il avait droit à une compensation. Julien gagnait plus que moi, cela aurait été risible si cela ne se passait pas en temps réel. Sa famille s'y est mise ensuite, sa mère a appelé ma mère, sa sœur a envoyé un message à Nathalie, sa tante que j'avais rencontrée 2 fois a écrit un SMS d'un paragraphe insistant pour que je pardonne à Julien et que je rétablisse la stabilité. Ma mère m'a appelé après, furieuse pour moi, ils ont de la chance de ne pas être à distance de conduite, a-t-elle dit, une chance absolue. Mais le seul appel qui comptait venait du père de Julien, un homme calme que je respectais profondément autrefois. Delphine, a-t-il dit doucement, je ne veux pas prendre parti, je veux comprendre, Julien nous a dit que tu avais tout mal interprété. Je lui ai dit la vérité, le restaurant, les relevés téléphoniques, le complot financier, la menace de fausses preuves. Le silence s'est étiré longuement sur la ligne, finalement il a soupiré, je ne sais plus qui est mon fils, a-t-il dit. Quand nous avons raccroché, je suis restée très immobile, laissant le poids de cette phrase s'installer. Plus tard cette nuit-là est arrivé le message vocal qui a tout mis en place, la voix de Julien était pâteuse, en colère, en pleine déroute, tu penses avoir gagné Delphine, tu penses être intelligente, tu n'as aucune idée de ce que je sais, tu vas regretter ça, j'ai des choses, des preuves, des choses que tu as faites, réfléchis bien. J'ai écouté 2 fois, il n'y avait rien qu'il puisse avoir mais ce message me disait une chose clairement, il était désespéré, et les gens désespérés arrêtent de penser aux conséquences. C'était le moment où j'ai réalisé que la défense ne suffirait pas, je devais me protéger et je devais être prête pour la suite. Le tribunal sentait l'air froid et le vieux papier, stérile, silencieux, un endroit où les vies étaient démantelées en lignes ordonnées et en signatures tamponnées. Alors que Nathalie et moi entrions pour la première audience, j'avais l'impression d'entrer dans l'histoire de quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus courageux, quelqu'un de plus stable, je continuais d'attendre que le tremblement de mes mains s'arrête mais il ne s'arrêtait jamais. Amel m'a retrouvé dans le couloir, calme comme toujours, aujourd'hui c'est surtout procédural, a-t-elle dit, mais le nouvel avocat de Julien pourrait tenter des effets de manche, ne répondez pas, laissez-moi tout gérer. Les portes se sont ouvertes et soudain Julien était juste là, il avait l'air horrible d'une manière que je n'avais jamais vue, des cernes profonds sous les yeux, les cheveux sales, une tension dans la mâchoire qui suggérait des nuits blanches et de la panique, mais au moment où son regard m'a trouvé, autre chose a vacillé sur son visage, pas du remords mais du ressentiment, il détestait que je me tienne droite, il détestait que Nathalie soit à côté de moi, il détestait que je ne m'effondre. Pas comme il s'y attendait. Son avocat, un homme aux épaules larges avec une assurance de showman, lui a chuchoté quelque chose et a souri dans ma direction. Nous avons pris place, la juge est entrée, vive et sans expression. Le camp de Julien a commencé en premier, son avocat s'est levé et a entamé un discours dramatique sur la négligence émotionnelle, la rupture de la relation et un partenaire poussé à bout après des années de rejet. Il avait pris des phrases de vieux textos, de simples désaccords quotidiens, et les avait tordus pour en faire un récit théâtral sur moi étant froide, peu communicante, émotionnellement fermée. Il agitait des captures d'écran imprimées comme s'il s'agissait de preuves accablantes. Votre honneur, a-t-il dit avec autorité, voici la preuve répétée que mademoiselle Huard refusait de s'engager dans la résolution de conflits, mon client a souvent cherché à communiquer, cherchant du réconfort, même de la clarté, au lieu de cela il a reçu du rejet. La juge a examiné une page, un message disait, je suis épuisé, on peut parler plus tard, un autre, je suis en réunion,
pas maintenant. La juge a baissé ses lunettes, pas impressionnée, c'est une communication normale entre adultes, a-t-elle dit platement, il n'y a pas d'abus ici, continuez. L'avocat de Julien a vacillé un instant puis a repris de plus belle, de plus, mademoiselle Huara, mais il n'a jamais pu finir. Amel s'est levée, madame la juge, nous avons des preuves bien plus pertinentes. Elle a remis au greffier une épaisse enveloppe, puis-je ? La juge a demandé, Amel a hoché la tête, ce sont des messages textes entre monsieur Hérault et madame Manon elle s'étendant sur près de 8 mois, ils incluent des discussions sur l'infidélité, l'intention de tromper et une planification financière délibérée visant à désavantager ma cliente. La juge a ouvert le dossier et a commencé à lire silencieusement, la salle d'audience était si calme que je pouvais entendre l'horloge tic-taquer quelque part derrière nous. Puis les sourcils de la juge se sont levés, elle a tourné une autre page, puis une autre, elle a expiré brusquement. Un message de Julien disait, elle n'a aucune idée, une fois que tout sera sur le compte joint, on sera blindé. Un autre de Manon, elle ne le verra pas venir, continue de pousser pour la rénovation. Et un autre de Julien, un que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant, j'en ai marre de faire semblant, une fois que l'argent est réglé, je me tire. La juge a posé les papiers, monsieur Hérault, a-t-elle dit lentement, ces messages sont extrêmement préoccupants. Julien a bougé sur son siège, son avocat a essayé de parler mais elle a levé la main pour le faire taire. Ce n'est pas simplement une liaison, a continué la juge, c'est la preuve d'une exploitation financière préméditée. Le mot exploitation a résonné dans mon esprit comme un coup. Julien m'a regardé, les yeux écarquillés par quelque chose comme de la trahison, comme si je lui avais fait du tort en laissant la vérité faire surface. Son avocat a bafouillé, votre honneur, ces textos sont pris. Ils sont tirés directement d'une saisie de son appareil. La juge a coupé court, ils sont recevables et crédibles, passons. Le reste de l'audience était procédural mais toute la stratégie de Julien s'est effondrée en un après-midi. La juge a refusé sa demande de soutien temporaire, déclarant clairement qu'il n'y avait aucun fondement à une dépendance financière. J'ai senti l'air revenir dans mes poumons pour la première fois depuis des semaines. Alors que nous sortions de la salle d'audience, Julien s'est précipité après moi. Delphine, attends. Nathalie s'est interposée entre nous mais j'ai levé la main, c'est bon. Julien me regardait comme un homme qui se noie et qui vient de réaliser que l'eau n'allait pas le porter. Je n'ai jamais voulu que les choses aillent aussi loin, a-t-il dit, tu as aggravé les choses en traînant tout ça au tribunal. Je l'ai fixé, tu as créé tout ce qui a mené à ça. Sa mâchoire s'est contractée, j'étais confus, je ne savais pas ce que je voulais, Manon me montait la tête, elle me mettait la pression mais je ne voulais pas. Me détruire, ai-je demandé doucement, comploter dans mon dos pendant des mois. Tromper, mentir, fabriquer des preuves, déposer de fausses plaintes? Quelle partie ne voulais-tu pas? Il a détourné le regard. J'ai attendu, espérant bêtement que je pourrais voir une lueur de responsabilité, même un éclat d'humanité, mais quand il a finalement croisé mon regard à nouveau, tout ce que j'ai vu c'était de l'autopréservation. Tu vas vraiment les laisser me peindre comme une sorte de monstre? Ils n'ont rien peint du tout, ai-je dit, tu as écrit ta propre histoire. Ses lèvres se sont serrées, un jour tu réaliseras que tu as surréagi. Nathalie s'est avancée à ce moment-là, la voix froide comme l'acier, un jour tu réaliseras qu'elle ne l'a pas fait. Nous sommes partis. Devant le tribunal, la lumière du soleil a frappé mon visage, chaude, surprenante, presque intrusive après l'air froid de l'intérieur, j'ai inspiré profondément mais quelque chose de lourd s'accrochait encore à moi. La liberté et le deuil sont jumeaux, ils arrivent ensemble, indiscernables au début. Plus tard cette semaine-là, Amel a appelé avec d'autres nouvelles. L'avocat de Julien avait tenté une dernière tactique, déposant une requête prétendant que j'avais caché des actifs. L'audit financier a pris 3 semaines, ils ont passé au peigne fin tous mes comptes, impôts, travail, revenus, crédit, historique. Ils n'ont rien trouvé parce qu'il n'y avait rien à trouver. Pendant ce temps, les messages que Julien et Manon avaient échangés restaient au dossier, ils n'étaient pas seulement dommageables, ils étaient dévastateurs. Lors d'une audience de mise en état, la juge a dit directement à Julien, « Je suis profondément troublée par votre conduite. » La salle d'audience est devenue silencieuse, même l'avocat de Julien n'a pas parlé. L'audience s'est terminée rapidement. Dehors, alors que je rassemblais mes affaires, j'ai entendu quelqu'un appeler mon nom, c'était le père de Julien,
il s'est approché lentement, son expression alourdie par la déception, pas envers moi mais envers le fils qu'il ne reconnaissait pas. « Je suis désolé, a-t-il dit, pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce que tu traverses. Ma gorge s'est serrée, vous ne me devez pas d'excuses. » Il a secoué la tête doucement, « Peut-être pas, mais tu mérites mieux, j'espère que tu le sais maintenant. » Alors qu'il s'éloignait, j'ai réalisé que sa sincérité tranquille faisait plus mal que la cruauté de Julien ne l'avait jamais fait. La vérité avait été épluchée couche par couche et en dessous se trouvait quelque chose que je n'avais pas prévu, un sentiment de paix commençant à se former, fragile, petit mais réel. L'affaire touchait à sa fin mais mon histoire avec Julien, son dénouement, était sur le point d'atteindre son dernier chapitre douloureux. Le matin de l'audience finale, je me suis réveillée avant mon réveil, le ciel par la fenêtre de la chambre d'amis de Nathalie était encore sombre, un bleu profond qui ressemblait à l'intervalle calme entre une fin et un début. Je suis restée là un long moment, écoutant le faible bourdonnement de sa maison, stable, paisible, sûre, tout ce que la mienne n'avait pas été depuis trop longtemps. Quand je me suis finalement levée et habillée, je m'attendais à ressentir de l'effroi, au lieu de cela il n'y avait qu'un calme étrange et lourd, le sentiment que quoi qu'il arrive aujourd'hui, quelque chose en moi s'était déjà refermé. Le tribunal était plus froid cette fois, ou peut-être que je le remarquais davantage. Julien était déjà là quand je suis arrivée avec Amel, il ne m'a pas regardée au début, il continuait de fixer le sol, les épaules affaissées, le visage émacié. Quelle que soit l'illusion de contrôle à laquelle il s'accrochait, elle s'était effondrée il y a des semaines. Quand la juge est entrée, tout le monde s'est levé, puis nous avons commencé. L'avocat de Julien a commencé par une tentative désespérée de tordre la réalité, il a présenté à nouveau des captures d'écran de disputes, insistant sur le fait qu'elle prouvait un abus émotionnel, il a prétendu que j'avais refusé à Julien affection, soutien, communication. La juge n'a pas caché son irritation, ce sont des désaccords ordinaires, a-t-elle dit sèchement, ce n'est pas abusif, passez à autre chose. L'avocat de Julien est ensuite passé à l'affirmation que j'avais caché des actifs. Amel a contré immédiatement, rappelant à la cour qu'un audit financier complet avait déjà été mené et que rien de douteux n'avait été trouvé. La juge a hoché la tête, je ne vois aucune preuve de dissimulation financière, continuez. Enfin, Amel s'est levée, elle a remis à la juge un petit classeur. Ceci contient l'intégralité des SMS entre Monsieur Hérault et Madame Manon, elle montrant l'intention de tromper, manipuler et exploiter financièrement Mademoiselle Huard. La juge a ouvert le classeur, tournant page après page, le silence dans la pièce est devenu dense. Julien fixait la table, la mâchoire serrée, son avocat était assis avec raideur, les mains jointes, sachant ce qui allait arriver. Après plusieurs minutes, la juge a levé les yeux, Monsieur Hérault, votre conduite tout au long de cette relation et de ce processus judiciaire a été profondément préoccupante, ces messages démontrent une intention claire de tromper et de nuire financièrement à Mademoiselle Huard, la Cour ne prend pas cela à la légère. Julien a dégluti difficilement, sa gorge a bougé une fois, deux fois. La juge a continué, au vu des preuves, la Cour attribue la maison uniquement à Mademoiselle Huard, Monsieur Hérault recevra une compensation limitée seulement à sa contribution pour la rénovation de la cuisine. Un murmure a parcouru la salle. 10 000 €. C'était tout. La maison que Julien avait complotée pour réclamer, son prétendu levier, sa victoire imaginée s'était envolée. Mes poumons se sont desserrés, la pression sur mon sternum s'est relâchée lentement, douloureusement, comme quelque chose de coincé depuis longtemps se libérant enfin. La juge a tourné la page, quant aux comptes financiers, Mademoiselle Huard conservera ses actifs individuels, les comptes partagés seront divisés selon les contributions documentées, la demande de soutien à long terme de Monsieur Hérault est rejetée. L'avocat de Julien a essayé de s'opposer mais la juge l'a fait taire d'une main levée, la Cour accorde cependant des dommages et intérêts à Monsieur Hérault pour une durée de 18 mois étant donné la nature entremêlée de leur foyer, 1 000 € par mois. Le montant était bien inférieur à ce qu'il avait exigé, c'était en tout point une miséricorde. La juge a fermé le classeur, l'audience est levée. Un coup de marteau, un son final net. Tout le monde s'est levé, Julien aussi mais il n'a pas bougé, il a juste fixé le siège du juge longtemps après qu'elle soit partie, comme s'il espérait que quelque chose là-bas changerait s'il attendait assez longtemps. J'ai rassemblé mes affaires, mes doigts tremblaient à peine, mon rythme cardiaque était régulier pour la première fois depuis des mois. Quand je suis sortie dans le couloir, il m'a suivi, Delphine,
a-t-il dit, la voix enrouée. Je me suis arrêtée. Nathalie n'était pas avec moi cette fois, Amel était déjà entrée dans une autre salle de conférence, c'était juste nous deux dans le long couloir bordé de marbre et de silence. Il a fait un pas de plus, est-ce que tout ça en valait la peine? Tout déchiré? Je l'ai étudié, vraiment étudié pour la première fois depuis le restaurant, ses yeux étaient épuisés, sa posture vaincue, pas humble, juste en colère d'avoir perdu. J'ai répondu doucement, c'est toi qui as tout déchiré, j'ai juste arrêté d'essayer de recoller les morceaux. Il a tressailli mais seulement une seconde, tu n'étais pas obligé de traîner ça au tribunal, a-t-il dit, on aurait pu régler ça en privé, tu m'as fait passer pour un monstre. Tu t'es fait passer pour ça toi-même, ai-je répondu, tout ce que j'ai fait, c'est amener la vérité dans une pièce où elle ne pouvait pas se cacher. Il s'est approché, baissant encore la voix, j'étais confus, Manon me racontait des choses, elle disait que tu ne te battrais jamais pour moi. Un sourire triste a tiré sur mes lèvres, elle avait tort, je me suis battue pour nous pendant des années, tu ne l'as juste pas remarqué jusqu'à ce que j'arrête. Il a expiré d'un air tremblant, elle m'a quitté tu sais, dès que son mari a demandé le divorce, elle a dit qu'elle ne pouvait pas gérer le chaos. Sa voix s'est brisée, j'ai tout perdu. Je n'ai pas répondu. Il me regardait, cherchant de la pitié, du pardon, de la douceur, quelque chose de familier auquel se raccrocher, je n'ai rien offert. J'espère que tu es heureuse, a-t-il chuchoté, l'amertume aigissant chaque mot, tu as ruiné ma vie. J'ai soutenu son regard, calme, stable, presque doux, tu as ruiné ta propre vie, ai-je dit doucement, j'ai juste refusé de te laisser ruiner la mienne aussi. Son visage s'est figé comme si les mots avaient frappé un endroit qu'il n'était pas prêt à sentir. Puis je me suis tournée et je suis partie. Devant le tribunal, l'air était chaud, plus lumineux qu'il ne l'avait été toute la semaine, je suis restée sur les marches un instant, laissant la lumière du soleil remplir les endroits qui avaient été froids trop longtemps. Cet après-midi-là, je suis retournée dans ma maison pour la première fois depuis des mois, j'ai déverrouillé la porte, je suis entrée et j'ai ressenti une douleur à laquelle je ne m'attendais pas. Les pièces semblaient les mêmes mais ne donnaient pas la même impression, les murs se souvenaient encore de lui, les ombres portaient encore des morceaux de la vie que je pensais que nous avions. Alors j'ai commencé à la changer, j'ai repeint la chambre en vert sauge doux au lieu du gris glacé qu'il avait choisi, j'ai déplacé les meubles, j'ai ouvert des fenêtres qui étaient restées fermées trop longtemps. Chaque changement, chaque coup de pinceau, chaque ajustement était une reconquête silencieuse de moi-même. Des jours ont passé, puis des semaines. Parfois la guérison se montrait par petites touches, un café du matin paisible, la première nuit où j'ai dormi d'une traite, le moment où j'ai réalisé que je ne vérifiais plus mon téléphone en attendant un message de lui. Un soir, un nouveau numéro m'a envoyé un SMS, « J'espère que tu es contente d'avoir ruiné ma vie. » Je l'ai fixé un instant, puis j'ai bloqué le numéro sans répondre. La paix n'est pas spectaculaire, elle ne fracasse pas votre vie, elle arrive doucement, pas à pas, quand vous arrêtez d'ouvrir la porte aux gens qui prospèrent dans le chaos. Un mois plus tard, j'ai retrouvé la photo sur mon téléphone, celle du restaurant. Pendant une longue minute, je l'ai juste regardée, pas avec douleur, pas avec colère, avec clarté. Ce seul moment n'avait pas ruiné ma vie, il m'avait sauvé de vivre un mensonge pendant 10 ans de plus. Je l'ai finalement supprimé et pour la première fois depuis très longtemps, le silence autour de moi ressemblait à la liberté, pas à une perte.